J'oserais dire une ambition. On a vraiment peut-être une grande ambition, mais on pourrait, avec ce manifeste, chercher d'influencer le débat politico et sociétal sur le futur des soins de longue durée en Suisse. Je pense que ça pourra, avec une grande campagne de diffusion de manifestes, toute une série d'initiatives qu'on veut construire autour du manifeste, avec des débats publics dans plusieurs cantons, on pourra obtenir et réaliser cet objectif avec aussi une pression qui doit monter d'en bas. Mais je termine, je vais vraiment arranger la discussion. Nicolas, c'est à toi. Buongiorno, grüezi, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être ici. Avant de commencer, j'aimerais remercier Unia, merci pour tes paroles Véronique, merci Enrico, merci Samy et tous les autres camarades. C'est indubitablement un grand honneur, un grand plaisir pour nous de travailler avec vous. Je pense avec beaucoup d'affection à tous mes collègues qui travaillent avec des entreprises privées, souvent avec la pression d'arriver à certains résultats plus que d'autres, pour être honnête, souvent, ou qui travaillent sur des mandats extrêmement étroits. Et voilà, pour des chercheurs, la possibilité de travailler avec Unia, ça a été, dans notre expérience, une grande liberté. Et aussi la possibilité, et c'est là où on arrive aux choses sérieuses d'aujourd'hui, de non seulement réfléchir à la compréhension de problèmes, mais aussi de réfléchir à comment essayer de résoudre collectivement ces problèmes. Ce qui n'est pas nécessairement ce que font toujours les chercheuses et les chercheurs. Puisque le chercheur ou la chercheuse, généralement, termine ses recherches en disant il faudrait essayer quand même de faire d'autres recherches, si vous aviez plus de financement, pour comprendre plus un autre aspect. C'est la logique de la recherche qui doit trouver ses propres financements. J'aimerais aussi remercier et saluer mes collègues Karin van Houten, professeure à la Berner Fachhochschule, avec qui on a mené cette étude, et Jason Schneck. Et voilà, c'est vraiment l'équipe cœur qui a fait d'une part le projet de recherche que je présentais l'an dernier et qui a développé avec en soutenant et avec un groupe, je vais en parler maintenant, de personnels médico-sociaux suisse, le manifeste qu'on présente aujourd'hui. Il y a un an, à la première Fachtagung der Pflege, on vous présentait les résultats de notre étude, qui a maintenant été publiée, et qui essayait de comprendre la perspective du personnel dans les EMS en Suisse sur ce qu'on pourrait appeler la crise des soins. Je pense en effet que le terme n'est pas exagéré, si certains ne sont pas d'accord. Et ce qui est ressorti de cette étude, c'était la demande d'Unia, mais aussi le besoin de dire maintenant qu'on a compris que la perspective du personnel nous permet de comprendre tellement plus sur cette crise des soins, que beaucoup de ce qui existe aujourd'hui comme analyse ou comme discussion, comment est-ce qu'on peut transformer ça en quelque chose de propositionnel? Et c'est là évidemment que les choses deviennent plus compliquées. C'est là qu'on rentre dans un terrain qui est moins habituel pour nous, mais à mon avis extrêmement excitant, extrêmement stimulant. J'aimerais commencer, avant de rentrer dans cette présentation, par dire que le texte du manifeste, que je crois doit être disponible, imprimé ici, on a beaucoup avancé dessus, il n'est pas encore finalisé. Le but d'aujourd'hui, c'est aussi de recevoir un peu votre retour dessus. Et j'ai envie de dire plus que ça, le but d'aujourd'hui, c'est de commencer quelque chose, pas de terminer quelque chose. Parce qu'une fois qu'on a un manifeste, une fois qu'on a une vision pour l'avenir, une fois qu'on a quelques pistes sur comment arriver à cet avenir, la réalité, c'est qu'on a à la fois beaucoup et très peu. Très peu parce que, concrètement, il faut savoir comment prendre ce document pour aller le porter et pour voir s'il peut devenir vraiment un instrument de mobilisation et un instrument de transformation. Et voilà, on est là devant vous aujourd'hui avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'attente. On va voir ce qu'il en ressort. Alors j'ai repris cette citation, vous connaissez peut-être. Alors on l'a dit souvent en anglais, nothing about us without us. Une citation polonaise qui a notamment été beaucoup utilisée par le mouvement ouvrier polonais. Et l'idée c'est quoi? L'idée c'est de dire que si on veut vraiment transformer les choses,
il faut que les personnes qui sont concernées soient impliquées. Ça peut paraître évident, mais c'est le contraire de la manière dont le changement se produit souvent. Vous connaissez peut-être, si vous connaissez la littérature italienne, la célèbre phrase « Il faut que tout change afin que rien ne change ». Et je pense que cette phrase, elle résume bien la manière dont, quand on laisse le changement dans les mains des personnes qui ont le pouvoir aujourd'hui, ils essayent d'organiser le changement. La Commission fédérale qui s'occupe de déterminer les critères de qualité des soins, par exemple, implique des gens de l'Office fédéral des statistiques, mais personne qui représente le personnel des EMS. Et peut-être par hasard, peut-être pas, les évolutions récentes, et y compris les politiques pour tenter d'y répondre, ne tendent qu'à aggraver les problèmes. On est particulièrement préoccupé, on en parle dans le rapport, par le phénomène de la privatisation des soins et notamment des soins de longue durée. Je fais une parenthèse pour celles et ceux qui n'ont pas forcément eu le temps de lire cette partie du rapport. La stratégie mise en place globalement par les investisseurs institutionnels, qui ont donc une force de frappe financière énorme, est la suivante. L'achat de groupes d'ensemble d'établissements médico-sociaux, puis la séparation entre la propriété du bâti et la gestion des établissements, et ensuite une stratégie qu'on appelle de l'optimisation financière, où on augmente le loyer que payent les EMS à l'entreprise qui possède les EMS. Le résultat de ça, c'est que quels que soient les critères de qualité que vous adoptez, si vous avez une pression pour réduire les coûts, parce que artificiellement on augmente le prix du loyer que doit payer l'EMS, vous aurez des problèmes de qualité des soins. Vous aurez des problèmes de conditions de travail. Donc, le pari qu'on fait avec ce projet, c'est de dire que le personnel, vous avez la réponse. Mais que cette réponse, il ne faut pas juste s'appuyer sur des chercheuses ou des chercheurs ou sur des mécanismes de consultation pour attendre qu'elles se fassent entendre. Il faut faire entendre cette voix de manière autonome. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que peut-être c'est une idée radicale? Ce n'est pas une idée si radicale que ça. L'OCDE, peut-être l'institution la plus établie, la plus mainstream qui existe au niveau international, a publié il y a 1 an de ça un rapport qui s'appelle « Beyond Applause », aller au-delà des applaudissements, où l'OCDE appelle explicitement à plus d'organisations collectives et syndicales pour permettre de faire entendre la voix des salariés. En plus de ça, si vous regardez un récent appel à projet du Bundesamt für Gesundheit, ce que vous voyez, c'est que le Bundesamt für Gesundheit soutient toute une série de projets qui visent à promouvoir un environnement de travail attractif, à promouvoir la collaboration interprofessionnelle ou intraprofessionnelle, et toute une série de choses qui vont exactement dans le sens de ce qu'on a montré dans notre étude. La différence peut-être, c'est que nous, on souhaite que ce genre de collaboration soit faite avec les salariés qui décident comment ça s'organise et non pas avec une décision qui vient d'en haut. Alors, je vais commencer par vous dire rapidement pourquoi on a fait le manifeste et comment on a fait le manifeste. Et ensuite, je vais essayer de vous présenter de manière assez rapide les contenus principaux de ce manifeste. D'abord, une analyse résumée de pourquoi il nous semble aujourd'hui que les soins vont droit dans le but, qu'il y a vraiment un problème. Pourquoi il est important que le personnel se réveille et s'organise pour essayer de répondre à cette question. Et ensuite, vous proposer la vision de à quoi ressemblerait une société dans laquelle on a des soins de qualité. Ça y est, on a gagné. On va fermer les yeux tous ensemble et essayer de se projeter en 2035. Et ensuite, on va rouvrir les yeux et on va faire ensemble, parce qu'on a commencé ce travail, mais j'aimerais qu'on continue tous ensemble aujourd'hui, on va se dire, mais comment on fait pour arriver à cette vision de 2035? Comment on fait pour aller de cet idéal d'aujourd'hui et des problèmes qu'on a aujourd'hui à cet idéal? J'ai écrit volontairement ébauche d'une stratégie parce qu'on a des pistes, mais on n'a certainement pas la réponse, parce que la vérité, c'est que la réponse, elle vient, comme toujours, elle viendra de vous, elle viendra des salariés. Et en conclusion, si j'ai le temps, tu me diras, Enrico, si j'ai trop dépassé, je voulais juste partager quelques réflexions sur le rôle, à mon avis, central que les syndicats vont avoir à jouer là-dedans, mais le fait aussi que, pour pouvoir jouer ce rôle, les syndicats vont devoir, dans une certaine mesure, réinventer la manière dont ils font du syndicalisme. Alors, pourquoi le manifeste? J'ai déjà dit une grande partie de ça, donc je vais pas m'étendre dessus. Mais
les réponses actuelles à la crise ont tendance à être des réponses gestionnaires. Non? Pour le dire autrement, ce sont des réponses qui s'intéressent aux symptômes, pas aux causes. Hein? Par exemple, on dit, mais alors c'est pas possible, ces infirmières qui se mettent à leur compte plutôt que de travailler dans les EMS, ces aides-soignants qui demandent à travailler à temps partiel, on n'a pas assez de personnel, nous embête quand même. Hein? Et donc on va essayer de trouver à chacun de ces symptômes des micro-réponses. Voilà. Et le problème évidemment, c'est que quand on ne touche pas les causes, on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Et notre recherche a montré que le personnel avait un degré incroyablement élevé d'engagement vis-à-vis de son travail, c'est-à-dire vis-à-vis des personnes dont ils ont la charge, un degré incroyable de compréhension des enjeux et de ce qui se passe, y compris d'ailleurs à des niveaux qui sont assez complexes, notamment la question des problèmes de financement des soins, et surtout une aspiration partagée qui est revenue dans tous les groupes avec lesquels on a discuté, qui était, si vous voulez des soins de qualité, il y a une manière très simple de le faire, laissez-nous faire notre travail. Et en quelque sorte, ce qu'on fait avec ce manifeste, c'est essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire concrètement de laisser les soignantes et les soignants faire leur travail. Comment est-ce qu'on a fait ce manifeste? Une vingtaine de personnes au total ont accepté de participer à 3 séances de discussion. Et c'est aussi ces personnes-là qu'il faut considérer avant tout d'ailleurs comme les auteurs et les autrices du manifeste, les autrices principalement. Et j'aimerais vraiment les remercier pour leur temps, pour leurs efforts. Une chose, c'est de décrire ça et de faire ça comme une extension de notre travail. Ça nous a demandé du travail, à Karine, à Jason et à moi, mais c'est notre travail. Une autre chose, c'est de travailler dans un EMS, dans des conditions difficiles, comme on le sait, d'avoir une famille, souvent des pressions au travail qui font qu'il est difficile de s'occuper de sa famille, et de prendre du temps, on regarde notamment Christina, pour venir, pour voyager, pour venir participer à cette discussion avec des gens qu'on ne connaît pas, notamment nous, et de revenir et ensuite de lire ce qui a été proposé. Donc vraiment, merci pour vos efforts, merci pour votre engagement. Et c'est quelque chose de très important et c'est pas quelque chose d'évident de s'engager comme ça. Alors on espère que ce qu'on a fait. On a d'abord organisé 2 réunions afin de déterminer les contours de ce qu'on allait avoir dans le manifeste, de quoi est-ce qu'on va parler, qu'est-ce qu'on va faire. Une en français, une en allemand, avec le groupe francophone, une avec le groupe germanophone. Et ça nous a permis d'avoir un peu une idée de vers quoi on voulait aller avec Jason et Karine. Ensuite, on a produit une première version du manifeste qu'on a partagée et présentée en une séance en personne d'une après-midi à la Berner Fachhochschule le 5 juillet. Et encore une fois, un grand merci à celles et ceux qui ont pu venir en présence. Certains n'ont pas pu, mais nous ont envoyé des commentaires par écrit ou par différentes manières. Et ensuite, on a travaillé cet été. Il y a eu une quantité d'allers-retours que je vous épargnerai, mais il y en a eu beaucoup parce qu'on a écrit le manifeste dans les 2 langues, en français et en allemand, ce qui est à la fois nécessaire et en même temps extrêmement compliqué dans la pratique. Ce que j'aimerais dire, c'est que la grande différence... Et ça ne veut pas dire qu'il est mieux, mais la grande différence entre ce manifeste et d'autres, vous savez peut-être qu'il y a un CARE Manifesto qui a été publié par un groupe de féministes britanniques, il y en a un autre de langue allemande fait par des Suisses, des Allemands et des Autrichiens, il y a un très beau document qui s'appelle Desde de los Territorios Domésticos, qui a été écrit par des collectifs de travailleuses domestiques espagnoles, principalement immigrées en Espagne. La différence avec ces manifestes, c'est qu'on essaie d'aller au-delà de la présentation d'une série de propositions pour une société qui mettrait le CARE au centre. On partage tout à fait cet objectif, mais on essaie d'aller au-delà en disant mais comment on fait pour y arriver? Concrètement, ça veut dire quoi de mettre le CARE au centre? Concrètement, ça veut dire quoi? De dire que la dignité doit être le principe cardinal de l'organisation des soins. Ok, on est d'accord. Mais ça veut dire quoi concrètement par rapport à l'organisation actuelle des soins? Et d'un point de vue politique, j'ai envie de dire que ce qu'on fait un peu ici, et ça représente peut-être aussi les dynamiques au sein de notre équipe, c'est qu'on dit on a besoin de la critique féministe, notamment sur ce que c'est le travail de CARE et le fait que le travail de CARE est très souvent un travail ignoré, invisibilisé, et qu'il faut le remettre au cœur de la société parce que si on le marchandise, on risque
de détruire la société. Mais on a aussi besoin d'une vision syndicale qui s'appuie sur l'organisation du travail, parce qu'on a besoin de cette vision pour faire changer les choses. On a besoin, pour le dire crûment, d'engager un rapport de force. Juste une petite citation du manifeste pour ouvrir un peu et maintenant rentrer dans la partie concrète où on va vous parler de qu'est-ce qu'il y a dans ce manifeste, qu'est-ce que dit ce manifeste. Première chose, c'est un constat partagé, mais c'est un constat qui doit être fait et répété. Le système actuel de soins et la manière dont il est organisé va droit dans le mur. Et une des raisons pour cela, c'est que la manière dont les soins sont organisés tend à ignorer les caractéristiques essentielles de la prise en charge des personnes dépendantes. Comme l'a dit de manière très belle une de nos participantes, le care, tel un oiseau, vole grâce à deux ailes. Le soin médical d'une part, qui est nécessaire et qui se complexifie ces dernières années, et l'accompagnement psychosocial. Et on ne peut pas voler avec une seule aile. On ne peut pas faire de bons soins avec une seule de ces parties. Et le travail de care, comme l'ont dit plusieurs personnes, ce n'est pas de maintenir quelqu'un en vie. Ce n'est pas de recevoir quelqu'un qui a eu un accident de voiture et de faire en sorte que le corps reste en vie, que le corps soit nettoyé, et puis voilà, bip, bip, bip. Évidemment, ça c'est nécessaire pour ces personnes-là, mais le soin, ça va bien au-delà de cela. Et les lacunes organisationnelles dans la manière dont les soins sont organisés ont des conséquences négatives sur la capacité de donner des soins de qualité. Et ça, c'est au fondement d'une profonde colère, d'une profonde frustration qui, à mon avis, est sans doute un des principaux facteurs explicatifs de la crise du personnel. Ce n'est pas seulement des mauvaises conditions de travail, c'est l'incapacité à pouvoir prodiguer des soins de qualité. Et la frustration, ça implique. Non seulement on se casse le dos, la tête, mais en plus, on n'a pas l'impression d'être mis dans des conditions qui nous permettent de bien faire le travail. Et comme l'ont dit plusieurs d'entre vous, si le système suisse est considéré, à juste ou à faux titre, ces comparaisons pour moi n'ont pas nécessairement beaucoup de sens, mais s'il est considéré comme le meilleur au monde, s'il est encore à flot, c'est parce que justement les personnels de soins travaillent dur, travaillent d'arrache-pied et très souvent travaillent trop. Sur-travail, c'est très documenté dans les études sur les soins. C'est rare que même quelqu'un très bas dans la hiérarchie fasse juste son travail. Il y a une tendance toujours à surtravailler parce qu'il y a un engagement très fort dans le travail. La privatisation met en danger le système de soins, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, l'idée, c'est de dire à quoi ça ressemblerait dans 10 ans, à partir de ce 31 août 2024. Les choses ont commencé à se mettre en mouvement, le manifeste s'est répandu, une mobilisation est partie. Et maintenant, on peut fermer les yeux et les rouvrir et nous retrouver en 2035. Les soins sont organisés et financés de manière à promouvoir la solidarité entre les riches et les pauvres. Personne ne se retrouve avec des soins ou un logement quand on vieillit inadéquat. Un impôt fédéral sur la fortune a même été introduit pour financer le care, car il est accepté que les soins de qualité ne sont pas un luxe pour celles qui peuvent se le permettre, mais un droit pour tous et pour toutes. Les soins en 2035 sont co-construits avec les résidents, les patients et le personnel. Les décisions reflètent un équilibre entre les préoccupations relatives à la qualité des soins d'une part et à la qualité de vie. On revient à ce que je disais tout à l'heure sur les deux ailes du soin. L'organisation horizontale et participative ne signifie pas du tout que la planification des soins est erratique, au contraire. Les processus sont adaptés aux conditions réelles et il existe une répartition claire des tâches qui valorise les compétences de chacun et de chacune. Les soins et la vie quotidienne sont co-construits avec les patients et les résidents, y compris avec les résidents et les patients qui vivent avec une démence. C'est quelque chose qui est ressorti très fort dans nos discussions, c'est que la difficulté de travailler avec des gens qui ont une démence est souvent une difficulté de compréhension de comment se développe la démence. Du moment qu'on peut avoir une compréhension, on peut répondre à ces besoins, on peut échanger avec ces personnes. Il y a une étude très belle qui a été faite sur 1200 personnes vivant avec une démence qui essayait de comprendre quelles sont leurs aspirations, de quoi ont envie ces personnes, qu'est-ce qui compte pour leur qualité de vie. Et je crois que les 12 premières choses que ces 1000 personnes ont répondu, en moyenne, aucune n'avait à voir avec les questions de soins médicaux. Toutes avaient à voir avec les relations humaines,
la capacité de continuer à participer à la société et de ne pas devenir marginalisé. Et évidemment, pour ça, si on peut s'appuyer sur le point de vue des personnels qui ont une expérience et une expertise là-dedans, on peut aussi envisager que la société, plus généralement, va commencer à intégrer les personnes vivant avec une démence ou avec une maladie d'Alzheimer, et qu'on va pouvoir aussi s'appuyer sur cette expertise, sur cette expérience pour les intégrer. Les besoins, les ressources sont intégrés à tous les niveaux. Au niveau micro, évidemment, des activités quotidiennes, au niveau méso, des conditions organisationnelles des établissements médicaux ou des organisations, des autres formes d'organisation de vie et de soins, mais aussi au niveau macro. C'est-à-dire que la gouvernance du secteur soutient cet agenda et que les salariés sont représentés et partie prenante à travers leurs organisations. Maintenant, pour réaliser ça, et pour que ce système continue à bien fonctionner, ne soit pas juste introduit et ensuite transformé, tout ça c'est basé sur l'organisation collective du personnel médico-social. Le personnel médico-social a pris confiance et fait entendre sa voix dans un esprit indépendant et collectif. Je suis passé pour aller vite sur une slide qui reflète un peu un élément que j'aimerais mentionner maintenant, c'est la stratégie du sacrifice n'est pas une stratégie de transformation de la société. Si on est confronté à des problèmes structurels et qu'on essaie de les résoudre individuellement, par exemple en disant je vais travailler plus pour essayer de répondre aux besoins de mes patients ou des résidents, ce qui va se passer après, c'est qu'on aura simplement plus de patients et de résidents, parce que le patron va dire bah, il faut faire plus, alors on va en mettre plus. Non. Donc la stratégie du sacrifice n'est pas une stratégie de transformation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une stratégie compréhensible et louable. Et c'est là où je pense qu'on peut dire féminisme et syndicalisme peuvent venir ensemble. C'est que pour bien prendre soin des gens, il faut aussi pouvoir prendre bien soin de soi. Et donc, l'aspect collectif est fondamental pour ça. Il ne s'agit pas de résoudre des problèmes structurels un par un, chacun de notre point. Et nous avons conscience, aujourd'hui en 2035, comme les autres citoyens de Suisse, que l'émergence de la société solidaire dans laquelle nous vivons aujourd'hui a été rendue possible par notre mobilisation qui a commencé le 31 août 2024. Les syndicats sont reconnus comme des soutiens importants et actifs du personnel avec qui ils sont en contact régulier, ainsi qu'avec les autorités publiques et leurs partenaires de la société civile. Les termes et conditions régissant l'organisation du CARE sont systématiquement négociés dans le cadre de discussions tripartites, qui couvrent également des questions liées à la politique des soins. Nothing about us without us. Rien nous concernant sans notre participation. Maintenant, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi se manifeste aujourd'hui? Parce que le moment est venu. Le contexte, et c'est quelque chose qui est ressorti très fortement des discussions, le contexte est favorable. Il peut paraître difficile, mais il est aussi favorable. Je le répète, la crise des soins, c'est une crise de manque de personnel. La question que se posent les décideurs aujourd'hui, c'est comment attirer plus de gens. Ça, concrètement, c'est une position de force, si on sait transformer l'essai, si on sait la réaliser. Les autorités ne savent pas que la résoudre, mais nous, nous savons. Et en plus, le public en Suisse a clairement exprimé, avec son soutien pour l'initiative infirmière, le fait qu'il était conscient de l'urgence et prêt à soutenir le personnel dans ses tentatives d'y répondre. Pour concrétiser cette vision, nous devons faire un certain nombre de choses dans les prochains mois et les prochaines années. Faire entendre notre voix, car celle-ci constitue la base de toute négociation collective et la condition d'une participation significative qui contribue au changement. Développer notre force collective en promouvant l'unité grâce à une vision et des objectifs communs. C'est facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mettre le point de vue du personnel médico-social au cœur des soins et développer des formes concrètes de co-construction et de gestion participative. Il existe des modèles, il existe des idées, maintenant le moment est venu d'essayer de les mettre en place et de voir ce qui marche. Et enfin, construire une solidarité qui transcende les différents syndicats, les catégories salariées et les secteurs dans lesquels les soins sont produits. Donc la question, c'est à quoi va ressembler le chemin pour arriver à la réalisation de cette vision? Est-ce que ça va ressembler à ça? Ou est-ce que ça va ressembler à ça? C'est la réalité. Si on veut arriver à ce but, le chemin ne va pas être un long fleuve tranquille.
Et ce qui se passe très souvent, ce qui fait que les visions, les projets échouent, quel que soit le domaine dans lequel on soit, c'est qu'à un moment, ça peut être celui-ci, ça peut être celui-ci, ça peut être celui-ci, ou celui-ci, voire celui-ci, où on dit « Ah ben non, 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 non. Là, on a fait trop de chemin en arrière, ça ne marche pas, on abandonne. » Voilà. Et la réalité, c'est que pour arriver là, eh ben, il faut pouvoir dépasser ces obstacles. Penser à comment les dépasser et tenir bon. Et ça m'amène, et j'ai quasiment fini, ça m'amène à réfléchir au rôle des syndicats. Car encore une fois, ce manifeste aujourd'hui, il est rendu possible grâce au soutien et à la volonté de l'UNIA. Et au fait que l'UNIA s'engage concrètement pour aller organiser, soutenir des salariés dans différentes parties de la Suisse, dans les EMS. Et la question c'est quel rôle pour le syndicat dans la mise en œuvre de cette vision. Comme le dit la grande féministe italo-américaine Silvia Federici, il est absolument nécessaire de politiser la question des soins et notamment la question des soins aux personnes âgées. Ce n'est pas une question technique. Si on rentre sur des solutions purement techniques, on va arriver à ce que je disais tout à l'heure. Tout va changer afin que rien ne change. C'est une question politique parce que c'est une question qui notamment met en jeu la distribution des revenus, tout simplement. À quoi est-ce qu'on alloue du budget? À quoi est-ce qu'on alloue du budget? À quelle priorité? Il ne s'agit pas de dire que l'argent va tout résoudre, mais il s'agit de dire que l'argent ne peut pas être mis en dehors du discussion. Et les syndicats ont un rôle essentiel à jouer. D'une part, en jouant pleinement leur rôle traditionnel. Leur rôle traditionnel, c'est-à-dire la représentation des salariés centrée sur la question de l'amélioration des conditions d'emploi. Les salaires, les contrats, les horaires, les vacances, tout ça. C'est très important qu'il y ait une représentation syndicale. Mais vous voyez bien que si on essaye de mettre en œuvre la vision de ce manifeste, ça ne suffira pas de se concentrer là-dessus. Il faudra aussi que les syndicats apprennent à jouer un nouveau rôle. Un rôle où ils sont complètement contrôlés par les salariés et ils les appuient dans leur effort pour transformer l'organisation du travail local. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas facile, mais qui me semble assez nécessaire et qui me semble relever d'une vision du syndicalisme qui est partagée par certaines personnes. Et qu'au fond, le syndicalisme doit être un instrument au service des salariés, avant toute chose, plutôt que d'être quelque chose qui se surimpose sur les salariés. Et pour faire ça, les syndicats doivent renforcer leurs capacités et travailler de concert avec les autres syndicats d'une part et avec la société civile. Ce combat ou cette vision qu'on présente, ce n'est pas la vision d'une mouvance politique, ce n'est pas la vision d'un syndicat, ce n'est pas la vision d'une organisation. Ce n'est pas un label sur une boîte de conserve. Ah, est-ce que tu préfères le label Fairtrade Max Havelaar ou le label Fairtrade Association? Voilà, moi, j'aime pas les labels Fairtrade, mais ça, on peut en parler pourquoi après. C'est quelque chose qui doit faire l'objet non pas de ce que Anne-Marie Moll appelle la logique du choix. On n'est pas dans une logique de marché, on est dans une logique de société, une logique politique. Et je pense qu'une des clés pour pouvoir mettre en œuvre cette vision, ce sera la manière dont les syndicats pourront la soutenir. Et enfin, et je termine ainsi ma présentation, que faire? Que faire à partir d'aujourd'hui? On va avoir, je pense que Samuel Enrico va le présenter maintenant après ma présentation, on va avoir un moment de réflexion ce matin, de réflexion en groupe, où moi j'ai envie de dire finalement le vrai travail va être fait là, dans cette réflexion en groupe. Comment faire pour faire levier sur ce manifeste, pour essayer d'appuyer une dynamique de changement? Est-ce qu'on peut l'utiliser comme quelque chose qui serait ensuite discuté localement, dans des EMS, dans des groupes, etc. Est-ce qu'il faudrait essayer de réfléchir à la production, par exemple, d'une série de supports qui soient plus, on va dire, plus grand public, comme des vidéos ou autres? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je pense que c'est très important d'avoir notre retour là-dessus. Et puis surtout, la vraie question, ça va être comment est-ce qu'on peut concrètement transformer ce manifeste en un plan d'action? Comment est-ce qu'on va pouvoir
vraiment effectuer cette mobilisation, en étant conscient d'une chose, c'est que cette mobilisation se heurte aussi à ce que j'appellerais une double résistance culturelle. Non ? La première résistance culturelle, c'est la résistance culturelle dont je parlais tout à l'heure, la stratégie du sacrifice. C'est-à-dire que, pour tout un tas de raisons, historiquement, les salariés du secteur des soins ont plus tendance à prendre sur elles et à absorber les chocs qu'à s'organiser collectivement, par peur de faire du mal aux personnes dont elles s'occupent. Cette peur, elle est souvent attisée par les employeurs, mais elle est là. Elle est là, elle est compréhensible, elle est respectable. Donc comment on fait pour arriver à transformer ça, à dire, en fait, votre mobilisation, ce n'est pas quelque chose qui va faire du mal aux personnes dont vous vous occupez, c'est quelque chose qui va leur faire du bien, elle est même nécessaire. Et puis l'autre résistance culturelle, avec tout l'amour que j'ai pour le pays d'adoption qui est pour moi la Suisse, c'est aussi la culture suisse. Alors, une culture qui favorise le consensus, mais ce consensus, souvent, il est clairement manipulé par les éléments les plus riches et les plus puissants de la société pour justement diluer la possibilité du changement. Alors comment est-ce qu'on fait dans ce contexte-là, avec cette vision pour dire il faut pousser l'émergence d'une voix qui doit assumer parfois de se retrouver en contradiction. Il ne s'agit pas de tout faire en opposition, mais il y aura certainement des moments de contradiction. Et bien là-dessus, on va y réfléchir et je vous propose, pour importer, moi j'ai 2 pays d'adoption, la Suisse aujourd'hui, mais j'en ai eu un où j'ai vécu pendant 17 ans, c'est l'Afrique du Sud. Et au début et à la fin de toutes les réunions un peu politiques en Afrique du Sud, on faisait la même chose, je vous invite à le faire ensemble. Je vais dire Amandla, ça veut dire, vous allez dire plutôt. Non, ouais. Je vais dire Amandla, Amandla ça veut dire le pouvoir, en Zoulou, et vous allez répondre Aweke, ça veut dire au peuple. D'accord ? Il faut imaginer que toutes les réunions où vous allez en Afrique du Sud, les gens font ça. Amandla ! Non, non. On respire. Amandla ! Merci beaucoup.